C'est la première démonstration publique de l'avion de passagers le plus perfectionné de l'histoire de l'aéronautique. Okay, you're at 100 feet there. 100. L'Airbus A320 est présenté au monde entier. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'Airbus A320 arrive. Mais son inauguration tourne au cauchemar. Ça n'aurait pas pu survenir à un plus mauvais moment pour Airbus. Cet écrasement était extrêmement embarrassant. La pression est énorme pour les enquêteurs. Le sort d'Airbus dépendra de leur réponse à cette question cruciale. Was it the pilot or was it the plane? Le 26 juin 1988, 14h30, un vol nolisé bien spécial se prépare à décoller de l'aéroport de Bâle-Mulhouse en France, près de la frontière suisse. Anti-ice. Le commandant Michel Asselin est l'un des pilotes les plus réputés d'Air France. On. À 44 ans seulement, il est responsable de la formation des pilotes pour le nouvel appareil de la compagnie, l'Airbus A320. Il s'agit du troisième avion du genre à sortir de la chaîne de montage. Le commandant Asselin a lui-même piloté le A320 au départ de l'usine d'Airbus à Toulouse 2 jours plus tôt. J'étais responsable du lancement de l'A320 en France. La compagnie m'avait demandé de faire la promotion de l'appareil. J'ai donné plusieurs entrevues à la télévision et dans les journaux. Air Charter 296 would like to roll, please. Le copilote du commandant Asselin, Pierre Mazière, est également un pilote d'Air France expérimenté. Il a invité 2 agents de bord en congé à assister à ce vol bien particulier. Il est prévu que l'avion effectue un vol à basse altitude lors d'un spectacle aérien. 130 personnes se trouvent à bord de l'A320, ce qui est inhabituel pour un vol de présentation à l'occasion d'un spectacle aérien. Ils n'ont pas de bagages. Pour certains passagers, c'est même un baptême de l'air. Quelques enfants ne sont pas accompagnés de leurs parents, dont une fillette de 7 ans, Mariama Bari. Après sa participation au spectacle aérien, il est prévu que l'avion s'approche du Mont Blanc, le plus haut sommet de l'Europe de l'Ouest. La plupart des passagers ont obtenu leur billet en participant à des concours organisés par une banque et des journaux. Jean-Marie Schreiber, un jeune journaliste, couvre le lancement du nouvel avion. Étant journaliste, je me suis réjoui de faire ce vol et de voir un petit peu comment les gens allaient réagir, comment ça allait se passer à l'intérieur de l'avion. Un autre journaliste, Jean-Claude Bauche, est à bord de l'appareil pour filmer l'événement. Comme montant dans cet avion, j'ai dit « Chic, c'est formidable, on va vivre un moment inoubliable ». Ça a été vraiment, oui, un moment inoubliable. L'A320 est le premier aéronef civil à disposer de commandes de vol électriques, une technologie de pointe qui informatise les commandes de vol. Jusque-là, ce système de pilotage était utilisé principalement par l'armée. Avec le système de commande de vol électrique, on peut dire que le commandant pilote l'ordinateur qui, lui, pilote l'avion. Les commandes de vol électrique modifient la relation entre le pilote et son appareil. L'ordinateur peut choisir de ne pas tenir compte des décisions de l'équipage afin de prévenir les erreurs humaines. Le calculateur de vol de l'A320 empêche le personnel navigant de faire toute opération qu'il juge dangereuse. Airbus est le premier avionneur civil qui exploite cette technologie. Il espère ainsi couper l'herbe sous le pied à Boeing, son rival américain de longue date. L'enjeu de cette première démonstration publique est de taille pour Airbus. Okay, tell me what you want in terms of speed and altitude.
Okay, then, take-off light turn. We go nice and easy to find our thing. On tenait à montrer tout le potentiel de l'appareil. Je ne dirais pas qu'on voulait en mettre plein la vue, mais on voulait faire du bon travail et on était confiants. Once we identify the airfield, we extend flaps to 3. We'll do the flyover at 100, landing gear out, and you just leave it up to me. I'll give it Alpha Max. Done it 20 times. Okay. Le commandant Asselin a prévu une manœuvre spectaculaire. Un vol à basse altitude au cabré prononcé et à l'incidence Alpha Max. Il s'agit de la vitesse minimale à laquelle peut voler un avion sans décrocher. Ladies and gentlemen, hello and welcome aboard this Airbus A320, which was put into service just 2 days ago. We will soon be taking off for a short sightseeing flight, which will start from the Absheim Flying Club, and then we'll be flying around Mont Blanc. I wish you a very pleasant flight. That's done. ACF 296Q, clear for takeoff from runway 16. We're rolling. Take off. Go. Parameters normal. 100. 100. It's already requesting climb. You see that? Yes, that happens. I know the bug. V1. Rotate. Gear up, flaps 1. After take-up checklist completed. Le vol à destination de Absheim, où a lieu le spectacle aérien, n'est que de 5 minutes. Dans cette ville paisible d'Alsace, ce spectacle est l'événement de l'été. L'aérodrome est si petit que ses coordonnées ne figurent pas dans la base de données de l'appareil. Les pilotes doivent le repérer à vue. You're at 8 nautical miles. You'll soon see it. There's the highway. We leave the highway to the left, don't we? No, to the right of the highway. It's slightly to the right of the highway. There's the airfield. You've got it, have you? Les pilotes ont repéré l'aérodrome un peu plus tard. Ils doivent se hâter pour descendre à l'altitude désirée pour le spectacle aérien. Air Charter 296, good afternoon. Absheim, hello. We're coming into view of the airfield for the flyover. Yes, I can see you. You're cleared. The sky's clear. Gear down. Okay, we're going in for low altitude, low speed flyover. 296. Roger. Flaps 2. Quebec November Hotel, Absheim Fox Echo 984. Okay. 984. Put in 984. Ils doivent perdre de l'altitude et de la vitesse pour procéder à leur manœuvre audacieuse. 200. 200. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'Airbus A320 arrive. Okay, you're at 100 feet there. 100. Watch it. 100. Watch it. L'appareil a maintenant atteint l'altitude souhaitée. Pour le commandant Asselin, il s'agit de l'étape la plus délicate de l'opération. Il doit garder l'avion dans une position stable avec le nez redressé, mais pas trop cambré. J'ai regardé le sol et j'ai dit, oh là là, il n'est pas haut, parce qu'on voyait les stries dans l'herbe à travers le hublot. Okay, I'm okay there. Disconnect auto throttle. Il désactive l'un des dispositifs de sécurité de l'appareil afin que le calculateur de vol n'augmente pas la vitesse de l'avion qui poursuit sa route lentement. C'est à ce moment-là que le commandant Asselin se rend compte du danger qui menace la vie de tous les occupants de l'A320. À l'occasion du spectacle aérien de Absheim, le survol à basse altitude de l'A320 ne se déroule pas comme prévu. Une forêt entrave la trajectoire de l'appareil du commandant Asselin.
Take off, go around power. Il choisit le réglage de puissance maximale et tire sur le manche à balai dans l'espoir que l'avion reprenne de l'altitude, mais en vain. Can be. J'ai commencé à voir par le hublot des branches d'arbres. Alors là, c'était l'étonnement d'abord. Vous imaginez être sur la piste avec un gros véhicule, une piste défoncée, et vous roulez à 80 ou 100 km/h dessus, vous êtes secoué de tous les côtés. C'était ça. Et moi, je me disais, il faut que l'avion reste entier. Parce que si l'avion reste entier, on va pouvoir s'en sortir. S'il casse, c'est fichu. Avec son réservoir de carburant bien rempli, l'aile droite de l'avion à réaction est arrachée. Le carburant s'enflamme instantanément. On s'est arrêté très rapidement. Au sol, j'ai cassé mon siège tellement je m'y agrippais fermement. J'ai vu toutes ces flammes autour du poste de pilotage qui s'élevait à 20 mètres dans le ciel. Et il y avait de la fumée partout. Le copilote est grièvement blessé. Il était couvert de sang. Malgré son harnais de sécurité, il s'était heurté la tête. What the hell have you done? I don't know. I don't understand. Il y a encore eu un grand silence au moment où l'avion s'est immobilisé. Étrangement, le fuselage ne s'est pas rompu. Tout le monde a survécu à l'écrasement. Mais les occupants ne sont pas hors de danger pour autant. Alors là, je me penche du côté droit et je vois des flammes rouges. Les hublots étaient rouges. Et je me dis, on a tenu, mais on va mourir brûlé. Et ensuite, on a entendu quelqu'un qui disait « Sortez, sortez, il y a le feu ». Evacuate the aircraft. Hurry, I'll deal with him. Il ne dispose que de 2 issues de secours pour l'évacuation. Les autres sorties sont la proie des flammes. Mais d'épaisses branches d'arbres bloquent les 2 portes, ce qui complique l'opération. La panique générale envahit la cabine et certains passagers n'arrivent pas à détacher leur ceinture de sécurité. Marie-Françoise Frosch est l'une des dernières passagères à s'extirper de son siège. Elle remarque Mariama Barry, prisonnière de sa ceinture. Mariama Barry, elle avait 7 ans, 8 ans. Et après l'accident, les gens, en se précipitant vers la sortie, se sont appuyés sur les dossiers des sièges. Les dossiers se sont rabattus sur elle. Et puis, coincée par sa ceinture, on ne l'a pas vue, on l'a oubliée. Let me help you. Let me help you. Oh, Mais il est trop tard. it will be okay. Asphyxiées par la fumée, elles ne parviennent pas à sortir de l'avion. Dans le poste de pilotage, le commandant Asselin tente désespérément de sortir son copilote blessé de l'appareil en flammes. Je l'ai dégagé de son siège. J'ai détaché son harnais et j'ai réussi à le transporter jusqu'à la glissière. Quand le dernier passager a quitté l'avion, les membres de mon équipage m'ont dit « Tout le monde est sorti, commandant. » Je n'y croyais pas. Mais ils ont tort. Les passagers ne sont pas tous sains et saufs. Marie-Françoise Frosch, Mariama Barry et un autre jeune garçon ont péri. En plus de ces décès tragiques, l'écrasement est un désastre en matière de relations publiques pour Airbus. Ça n'aurait pas pu survenir à un plus mauvais moment pour Airbus. L'entreprise prétendait que son nouvel avion atteignait un niveau de sécurité inégalé dans l'aviation civile.
Et voilà qu'un appareil s'écrasait. La stupeur était générale chez les témoins de l'accident, qui a été diffusé dans les médias du monde entier le soir même. Cet écrasement était extrêmement embarrassant. Les agents du Bureau français d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, ou BEA, arrivent sur les lieux du drame quelques heures plus tard. Ils doivent comprendre pourquoi ce vol de présentation a tourné au désastre. Ils récupèrent les enregistreurs de paramètres de vol et de conversation de poste de pilotage. Claude Béchet dirige l'enquête. Was it the pilot or was it the plane? We need to know. Il est commandant de bord chez Air France, tout comme les pilotes du vol 296. So, let's get to work. Ce qui est inhabituel pour un enquêteur au service de l'État. C'était la première fois qu'un accident était filmé. Habituellement, les écrasements surviennent au milieu de nulle part, sans personne pour les filmer. Les images montrent clairement l'avion foncer droit sur les arbres au bout de la piste. Il ne semble pas reprendre de l'altitude. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage révèle un indice déconcertant. Take off, go around power. 30. 30. Can be. Man! Il apparaît évident que l'équipage n'a pas la moindre idée qu'un obstacle leur barre la route en bout de piste. Les enquêteurs sont perplexes. Comment la présence d'une forêt peut-elle avoir échappé aux pilotes? Les enquêteurs interrogent le commandant de bord d'Air France, Michel Asselyne. Ils veulent d'abord savoir quelle était la manœuvre prévue. My intention was to carry out a flyover at slow speed. Claude Béchet est lui aussi qualifié pour piloter un A320. Il connaît bien les propriétés de l'appareil. And we go to Alpha Max. Very good. Il ne voit rien qui cloche dans le plan du commandant Asselyne. C'était pas mal. Sa manœuvre était bien planifiée. Il m'a paru transparent et il m'a paru désireux de collaborer avec les enquêteurs. Les enquêteurs s'intéressent alors à la façon dont Air France a préparé l'équipage en vue du spectacle aérien. Ils trouvent une note de service dictant les règles à suivre lors de spectacles aériens. Un élément retient leur attention. Air France a fixé la hauteur minimale de survol pour les spectacles aériens à 30 mètres. Voilà qui enfreint la réglementation nationale. Elle aurait dû être fixée à 150 mètres. Mais à l'époque, les pilotes qui participaient au spectacle aérien avaient tendance à descendre un peu plus bas et parfois très, très bas. L'enquêteur principal, Claude Béchet, se demande si d'autres erreurs ont été commises lors de la planification du vol. Il apprend que la division des vols d'Air France a commencé la rédaction du plan de vol pour le spectacle moins de 48 heures avant la tenue de l'événement. Un employé d'Air France a préparé des cartes de l'aérodrome de Absheim pour l'équipage du vol 296. Les enquêteurs découvrent alors qu'une grave erreur a été commise. La forêt qui entoure l'aérodrome ne figure pas sur les photocopies. L'employé responsable de la planification du vol n'a pas prévenu l'équipage. La préparation était déficiente. L'équipage n'avait pas été mis au courant. Les enquêteurs font également une découverte troublante sur les lieux mêmes de l'accident. Ils mesurent la taille des arbres heurtés par le vol 296. Ils constatent que la hauteur moyenne de la forêt n'est que de 12 mètres. Voilà qui soulève une importante question.
Comment un Airbus censé voler à 30 mètres a-t-il pu heurter des arbres de moins de 15 mètres? De toute évidence, le vol 296 a tragiquement dévié de son plan de vol initial. Il a perdu de l'altitude avant de plonger dans la forêt. Seules les données des boîtes noires sauront expliquer la cause de l'écrasement. L'enregistreur de données de vol de l'A320 est retrouvé au bout de quelques heures. L'appareil fournit des informations au sujet d'environ 200 fonctions de l'avion, traçant ainsi un tableau détaillé des dernières minutes du vol 296. On a procédé à la reconstitution intégrale de l'accident. On a, pour ainsi dire, revécu le drame avec l'équipage. Deux constatations surprenantes ressortent de l'examen des données. D'abord, le vol 296 n'a pas connu d'ennui mécanique. Deuxièmement, l'Airbus A320 a suivi une trajectoire de vol bien différente de celle prévue par le commandant Aslin. Au lieu de maintenir une vitesse et une altitude stables pendant son survol, l'appareil a ralenti tout en perdant de l'altitude. Au-dessus de l'aérodrome de Habsheim, le vol 296 a ralenti à 112 nœuds seulement, soit la vitesse minimale d'un A320. La décélération de l'appareil a été si brutale qu'elle était même perceptible sur les images vidéo. Pourtant, Michel Aslin est l'un des commandants de bord les plus expérimentés d'Air France. Claude Béchet n'arrive pas à comprendre comment ce pilote émérite a pu mettre en péril un vol aussi médiatisé. Sur la sellette, le commandant Aslin explique comment les problèmes ont commencé. You were using a navigation chart? Yes, we had some difficulty locating the airfield. We leave the highway to the left, don't we? No, to the right of the highway. It's slightly to the right of the highway. There's the airfield. You've got it, have you? Ils ont aperçu l'aérodrome trop tard. Quand ils l'ont vu, ils ont réduit les gaz et ont perdu de l'altitude. Les pilotes ont précipité leur descente afin de se placer en bonne position pour leur manœuvre. Ils ralentissaient encore au moment où ils ont survolé la piste. That's the airfield. You confirm? Affirmative. Mais un autre problème se présente. La piste aux abords de laquelle les spectateurs sont rassemblés n'est pas celle prévue selon la trajectoire de vol. L'équipage du vol 296 d'Air France n'est pas bien préparé pour son vol de présentation. En prévision du spectacle aérien, Air France lui a fourni uniquement des informations sur la piste 2, la seule piste pavée de l'aérodrome de Habsheim. Mais le commandant Aslin aperçoit la foule rassemblée près des terrains herbeux, beaucoup plus courts. Je m'attendais à trouver une piste ordinaire, mais j'ai constaté que c'était une piste gazonnée. Le commandant Aslin s'aligne sur l'aire gazonnée. Je ne me doutais pas du tout qu'il y avait une forêt au bout de la piste. Je croyais que ce n'était que des buissons. Okay, you're at 100 feet there. 100. Watch it. 100. Watch it. Avec sa descente précipitée, l'avion vole trop rapidement au moment où il survole la piste. Afin de ralentir, le commandant Aslin règle la manette de poussée à la puissance minimale, bien au-dessous du réglage habituel que demande l'incidence Alpha Max. Mais ce n'est pas tout. L'avion est passé sous la barre des 30 mètres d'altitude et il poursuit sa descente. Sans compter que les pilotes ne semblent pas en être conscients. I'm okay there. Disconnect auto throttle. En quelques secondes à peine, l'appareil est descendu à une altitude de 10 mètres. Une chose était certaine. Cet avion volait à environ 10 mètres au-dessus du sol. Peu importe les autres données, celle-ci était extrêmement importante. Take off, go, run power. Aucun avion, peu importe sa taille, ne devrait voler aussi bas. The data is clear.
You were at 30 feet, not 100. I believed I was at 100 feet. Claude Béchet se demande encore comment l'A320 a pu se retrouver aussi dangereusement près du sol. Le commandant Asselin prétend que ses instruments étaient défectueux. Flaps 2. Quebec November Hotel, Absame, Fox Echo 984. OK. 984. Le commandant Asselin s'est fié à son altimètre barométrique. L'appareil se sert de la pression de l'air pour mesurer l'altitude de l'avion. Il doit être réglé à la pression atmosphérique locale pour assurer la précision des données. Quebec November Hotel, Absame, Fox Echo 984. OK. 984. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage prouve que le contrôleur aérien leur a fourni la pression ambiante, en fonction de laquelle les pilotes ont réglé l'altimètre. Mais le commandant Asselin est formel. L'altimètre lui a transmis une valeur erronée. I tell you, the altimeter said the plane was at 100 feet. Michel Asselin a toujours soutenu que l'altimètre barométrique comportait une grave erreur de 20 mètres, pour être précis. Selon lui, c'est ce qui explique qu'il ait volé à 10 mètres au lieu de 30 mètres. Les enquêteurs sont sceptiques. Le pilote dispose de plus d'un instrument pour connaître l'altitude. L'A320 est muni d'un second altimètre qui se sert des ondes radioélectriques pour calculer à quelle distance du sol se trouve l'avion. Cet altimètre affiche l'altitude sur un écran numérique, mais le commandant Asselin prétend qu'il avait du mal à en faire la lecture. Le radioaltimètre ne nous servait à rien à cause de son affichage numérique. C'est impossible de voler en lisant les chiffres. Plus tard, j'ai répété l'expérience dans un simulateur et je n'y suis jamais arrivé. Mais le radioaltimètre prévient également les pilotes d'une autre façon. Un signal vocal donne l'alerte. Disconnect auto throttle. 50. Mais selon le commandant Asselin, son copilote Pierre Mazière et lui ne l'ont pas entendu. On m'a dit qu'on aurait pu entendre le radioaltimètre dire 10, 10, 15, 10. Mais c'était impossible parce qu'à l'époque, cet avion faisait un bruit d'enfer et on portait des casques d'écoute. Par la suite, on a démontré clairement que les alertes du radioaltimètre étaient inaudibles avec les casques d'écoute. Malgré la version des faits du commandant Asselin, les enquêteurs sont persuadés que l'équipage du vol 296 a fait preuve d'imprudence lors de cette manœuvre risquée. Claude Béchet poursuit son interrogatoire. What did you do when you saw the trees? I did what any pilot would do. I tried to climb over them. Les enquêteurs apprennent que quelques instants avant l'écrasement, 30. Take off, go run power. le commandant Asselin a ouvert les gaz à fond. J'attendais que les moteurs nous propulsent vers le haut en voyant tous ces arbres devant moi. J'attendais, j'attendais, j'attendais. Mais il prétend que les moteurs n'ont pas tourné à plein régime. Et quand ils ont enfin réagi, il était trop tard. I tell you, the engines did not come on when I gave it full throttle. Le témoignage du commandant Asselin soulève une hypothèse troublante. Le délai de réaction des moteurs pourrait révéler l'existence d'une grave défectuosité des turboréacteurs de l'A320. Le commandant Asselin est convaincu que les moteurs n'ont pas réagi assez rapidement dans les secondes précédant l'accident. Et il a bien l'intention de le prouver. Il met la main sur un document d'Airbus qui mentionne un grave défaut des moteurs de l'A320. Il est écrit que la vitesse de rotation du moteur peut stagner à basse altitude, un problème causé par un écoulement d'air déficient. Quand ça se produit, le moteur n'arrive pas à accélérer. Mais les enquêteurs ne décèlent aucune preuve d'une telle défaillance en examinant l'ensemble des données de vol. 30. Le commandant Asselin a ouvert les gaz à fond et pendant les 5 secondes qui ont suivi, les deux moteurs de l'A320 ont commencé à accélérer pour atteindre 84 de poussée, près de leur puissance maximale, juste avant que l'avion ne heurte les arbres. Quand on passe du régime de ralenti à la pleine puissance, on a l'impression qu'il ne se passe rien pendant quelques secondes. Et ensuite, la poussée se fait sentir. C'est tout à fait normal, comme le prévoit la certification.
Les enquêteurs sont de plus en plus convaincus que les moteurs du vol 296 n'ont pas connu de défaillance. Ils trouvent un nouveau moyen de vérifier les données. Sur la vidéo de l'écrasement, on entend distinctement le bruit de l'accélération des moteurs de l'A320. En analysant ce bruit, les ingénieurs peuvent mesurer quelle puissance était générée par les moteurs dans les secondes précédant l'écrasement. On a réussi à évaluer le régime des moteurs grâce à la vidéo et à l'enregistreur de données de vol. Il n'y avait aucun problème avec les deux moteurs. L'enquêteur principal, Claude Béchet, se heurte à un nouveau casse-tête. Le commandant Asselin est persuadé qu'il est victime d'une conspiration et refuse désormais de collaborer avec les enquêteurs. Au début, j'ai voulu collaborer avec le comité d'enquête, mais j'ai commencé à me méfier. Dans les médias, on répétait chaque semaine que l'avion ne présentait aucun problème et que c'était une erreur de pilotage. J'étais le bouc émissaire parfait. Le commandant Michel Asselin entreprend une campagne pour contester l'impartialité de l'enquête sur l'écrasement de Habsheim. Il fait une déclaration fracassante devant les caméras de télévision britanniques. When I pull the stick to up position, the flight controls, the elevator control go to down position. So on any aircraft, if you ask up, following the order of the pilots, the elevator control goes to up. And on that one, it went to down. Why? That will be the good question. Ces accusations nourrissent les doutes entourant le nouvel appareil d'Airbus. Les commandes de vol électrique de l'A320 donnent-elles trop de pouvoir à son calculateur de vol? Le commandant Asselin prétend que l'avion n'a pas suivi ses directives. Les données de l'enregistreur de bord corroborent ces allégations. La boîte noire a enregistré tous les mouvements du mini-manche latéral du pilote. Elle révèle que quelques secondes avant l'écrasement, le commandant Asselin a tiré sur le manche pour relever le nez de l'avion. Les enquêteurs comparent cette donnée avec la réaction de l'appareil. Le résultat les plonge dans l'embarras. Juste avant l'écrasement, les pilotes ont désespérément tenté de prendre de l'altitude. Le mini-manche latéral contrôle la gouverne de profondeur de l'avion. Habituellement, en tirant sur ce manche, la gouverne s'élève en propulsant l'appareil vers le haut. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé sur le vol 296. Le commandant Asselin estime que la descente de l'avion a déclenché une réaction automatique du calculateur de vol. Par mégarde, le pilote a fait voler son appareil à moins de 10 mètres du sol avec le train et les volets sortis. Quand l'avion s'est présenté au-dessus de la piste, il a touché à un taillis d'arbres, ce qui a momentanément fait passer la lecture de l'altimètre sous les 10 mètres. Voilà qui a pu suffire à faire entrer le circuit de commande de vol en mode atterrissage. Malgré les directives du commandant Asselin, il est possible que le calculateur de vol ait abaissé le nez de l'avion en prévision d'un atterrissage. Les enquêteurs doivent déterminer si l'A320 a fait fi des commandes de son pilote dans cette situation critique. Ils analysent les données de l'enregistreur de bord. Stop it there. Mais à leur grande déception, So was the plane in landing mode or not? l'enregistreur de bord ne peut confirmer si l'appareil était bel et bien en mode atterrissage. Les systèmes de l'A320 sont d'un tel perfectionnement que l'enregistreur ne peut relever toutes les fonctions de l'avion. L'enquêteur Claude Béchet adopte une autre stratégie pour trouver une réponse à sa question. Il reproduit l'approche du commandant Asselin à l'aérodrome de Habsheim pour voir comment réagit l'A320. OK, let's start the descent. Power to flight idle. Now put it into Alpha Max. That's it. Gently. J'ai reproduit les circonstances exactes de l'accident.
mais sur la plus longue piste de l'aéroport de Toulouse. Altitude, 40 feet, 35 feet. On a reproduit l'accident précisément comme il s'était passé. L'enquêteur a comme objectif de descendre à 10 mètres d'altitude, exactement comme l'a fait Asselin. Now pull up slightly to level off. Hold it there. Béchet veut vérifier si l'ordinateur de vol met l'avion en mode atterrissage. OK, now full thrust. Did you feel that? Alpha protection. Lors du vol de l'enquêteur, l'ordinateur a réagi en abaissant le nez de l'avion, tout comme à Absheim. Mais l'appareil ne s'est pas mis en mode atterrissage. Par contre, l'un des principaux dispositifs de sécurité de l'A320 s'est activé, le système anti-décrochage. Voler à vitesse réduite en cabré prononcé peut diminuer la portance de l'avion en raison d'un manque d'écoulement d'air au-dessus des ailes. L'ordinateur de vol de l'A320 est programmé pour abaisser le nez de l'avion quand il menace de décrocher. En théorie, tant que le circuit de commande de vol est en marche, le pilote ne peut pas faire décrocher l'avion. Claude Béchet en arrive à la conclusion que l'ordinateur de vol a bel et bien ignoré les directives du commandant Asselin. Mais selon lui, ce faisant, l'ordinateur a empêché l'avion de décrocher et de s'écraser encore plus violemment juste avant la forêt. Cet avion n'a pas décroché. Et on peut dire qu'il a atterri sur les arbres, en quelque sorte. L'enquête sur l'écrasement de Absheim est terminée. Claude Béchet se prépare à présenter ses conclusions. J'ai conclu que l'avion volait trop bas, trop lentement et à trop faible puissance. Aux yeux de Claude Béchet, son rapport vient clore le débat sur la tragédie de Absheim. Mais l'affaire est loin d'être terminée. Le système judiciaire français poursuit le commandant Asselin. Il est accusé d'homicide involontaire pour la mort de 3 passagers. Il risque d'être condamné à une longue peine de prison. Mais Michel Asselin croit détenir suffisamment de preuves pour prouver son innocence. Il est convaincu de l'existence d'un complot. Les boîtes noires auraient été altérées, passant ainsi sous silence les problèmes du système de commande de vol électrique du nouvel Airbus A320. D'abord, les enregistrements ont été purement inventés. Deuxièmement, le contenu des enregistrements a été trafiqué. Selon le commandant Asselin, tout a commencé sur le site de l'écrasement. Un employé de la Direction générale de l'aviation civile de France est photographié en train de saisir les enregistreurs de vol de l'Airbus A320. Ces mêmes boîtes noires sont présentées en preuve au procès de Michel Asselin. Mais étrangement, elles semblent différentes. J'ai l'occasion de voir les boîtes noires, celles qui sont aux mains de la justice. Mais quand je vois l'état dans lequel elles étaient, c'est des vieilles boîtes pleines de rayures, avec de la poussière, la peinture écaillée. Je dis, mais attends, ça peut pas être des boîtes du crash de l'avion qu'on avait, était tout neuf. Il dit, c'est pas les bonnes. Le commandant Asselin demande à un institut de criminologie suisse de comparer les 2 photographies. Sa conclusion est sans équivoque. Il ne s'agit pas des mêmes boîtes noires. Le commandant Michel Asselin prétend que les données des boîtes noires ont été falsifiées. L'enquêteur Claude Béchet réfute ces accusations qu'il juge calomnieuses. Ils essayaient de prouver que les enregistrements avaient été trafiqués. On ne comprenait pas, parce que tous les experts dans le domaine s'entendaient pour dire que c'était physiquement impossible. Mais il y a bien un expert qui doute de l'authenticité des boîtes noires. Ray Davis est un ancien directeur de l'analyse des enregistreurs de vol au service britannique d'enquête sur les accidents aériens.
Il est embauché par la télévision britannique pour réviser le travail des enquêteurs français. Ça a été une surprise. Avant de prendre connaissance du rapport, j'avais une toute autre idée des causes possibles de cet accident. Mais à la lecture du rapport, j'ai noté tellement d'anomalies et d'ambiguïtés que j'ai changé complètement d'avis au sujet de l'accident. Ray Davis découvre des preuves qui pourraient donner raison au commandant Asselin, notamment en ce qui concerne le moment où l'équipage aurait remis les gaz pour tenter d'éviter les arbres. 30. Take off, go run power. 30. En examinant les données de la boîte noire, Ray Davis remarque une étrange incohérence. Les enquêteurs français ont synchronisé les boîtes noires avec la transcription des communications du contrôle de la circulation aérienne. Davis s'intéresse de plus près à la dernière conversation entre les pilotes et la tour de contrôle, juste avant l'écrasement. OK, 984, put in 984. La conversation a été enregistrée à la fois par le contrôle de la circulation aérienne et par la boîte noire de l'avion. Quebec November Hotel Absane Fox Echo 984. Quebec November Hotel Absane Fox Echo 984. Ray Davis découvre un décalage de plusieurs secondes entre les deux enregistrements. Selon les données de la boîte noire, le commandant Asselin aurait remis les gaz à fond 5 secondes avant de heurter les arbres. Mais selon l'analyse de Ray Davis, le commandant aurait réagi 4 secondes plus tôt. Or, un écart de 4 secondes changerait les circonstances de l'accident du tout au tout. On ne parlerait plus d'un délai de réaction normale des moteurs, mais plutôt d'une grave défaillance. Michel Asselin affirme que le délai de réaction des moteurs a été plus long que la normale. Le système judiciaire français rejette les allégations du commandant Asselin. Après de nombreux appels, il est reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 10 mois de prison. Encore aujourd'hui, la controverse entourant les boîtes noires et les fameuses 4 secondes manquantes persiste. Elle jette à jamais une ombre sur les résultats de l'enquête de Claude Béchet. L'opinion publique s'est probablement dit que, comme les enjeux étaient élevés et que l'avenir de l'industrie aéronautique européenne était menacé, les enregistrements avaient été falsifiés pour blâmer le pilote au lieu de la compagnie. Mais c'est absolument impossible. Le rapport d'enquête de la tragédie de Absheim émet plusieurs recommandations. D'abord, la présence de passagers à bord de vols de présentation devrait être interdite. Un meilleur repérage des aérodromes pour les équipages de conduite est également requis, de même qu'une révision des procédures des compagnies aériennes pour s'assurer qu'elles sont conformes à la réglementation officielle, notamment en matière d'altitude. Michel Asselin a fait carrière comme professeur et inventeur dans l'industrie aéronautique. Il continue à faire appel de sa condamnation. Il a consacré la plus grande partie de sa vie à tenter de laver sa réputation. La tragédie de Absheim a eu peu d'impact sur l'entreprise Airbus. L'A320 est devenu l'un des avions commerciaux les plus prestigieux de l'histoire. 750 appareils ont été vendus au cours des 10 années suivant son lancement. Et la technologie des commandes de vol électrique a été adoptée en toute sécurité par une nouvelle génération d'avions de passagers.
Good night now. Sundance 518, taxi across runway 24 left. Contact ground point 65 when off. 1er février 1991, Aéroport international de Los Angeles, LAX. 246 heading 270, contact Los Angeles departure. Thank you, US Air 1493. You're cleared to land 24 left. Cleared to land, 24 left, 1493. Le vol 1493 de US Air met le cap sur la piste 24 gauche à une vitesse de 240 km/h. What the hell? J'ai montré l'avion du doigt en criant « Le vol de US Air s'écrase ». L'appareil était en flammes. Mais l'ampleur de cette tragédie dépassera tout ce que l'on pourrait imaginer. Un Boeing 737 s'embrase en atterrissant sur la piste de l'un des aéroports les plus achalandés du monde. C'était en 1991, au tout début de la guerre du Golfe. Dans la tour de contrôle, la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est qu'une bombe avait explosé dans l'avion. Tandis que les pompiers maîtrisent l'incendie, les secouristes cherchent d'éventuels survivants. Environ 5 minutes après l'écrasement, on a reçu un appel d'un véhicule d'urgence. Au milieu des décombres, une découverte inquiétante oblige tout le monde à revoir en détail les événements des 15 dernières minutes. Le vol 1493 de US Air se dirige vers l'aéroport international de Los Angeles. LAX est une plaque tournante pour les voyageurs internationaux. Just confirm the visual approach for US Air 1493 is 24 left. That's correct, US Air 1493. En prévision de l'atterrissage, le commandant de bord Colin Shaw se charge des communications radio, tandis que son copilote David Kelly pilote l'appareil. L'avion compte 89 passagers. De nombreuses places sont vacantes. Je rentrais d'un voyage d'affaires à Columbus, en Ohio. Après ma réunion, je me suis rendu à l'aéroport de Columbus, où j'ai pris un vol direct pour Los Angeles. Je m'attendais à passer une superbe fin de semaine. US Air 1493. Expedite your descent through 4000 as much as practical, if you would. There will be traffic pass above you on the south side. Le Boeing 737 est tout près de Los Angeles quand le contrôleur d'approche demande aux pilotes d'accélérer leur descente. Ils doivent dégager l'espace car un avion s'apprête à voler au-dessus d'eux. Okay, I'll expedite through 4. US Air 1493. Atterrir à LAX n'est pas de tout repos pour les pilotes. Le trafic est souvent très dense dans l'espace aérien aux abords de l'aéroport. Un avion y atterrit ou y décolle toutes les 50 secondes. Chacune de ces 4 pistes sert à la fois au décollage et aux atterrissages. Des voies de circulation croisent les pistes à des dizaines d'endroits. L'aéroport peut se transformer en dédale de signaux arrêtés-passés pour les pilotes qui suivent les directives des contrôleurs aériens. US Air 1493. Thanks for your help. Contact Los Angeles Tower 133.9. Good night. Good night. Gear down? All right. You gave 3 bells? Yes, I did.
Tout en haut de leur tour de 12 étages, les contrôleurs aériens ont une vue d'ensemble de tout le trafic de l'aéroport. C'était une soirée mouvementée avec beaucoup d'avions. À cette heure-là, il y avait énormément d'atterrissages et de décollages. Ce n'était pas inhabituel. Elliot Brand est le contrôleur responsable des autorisations. La tâche principale du contrôleur responsable des autorisations consiste à transmettre les itinéraires et les plans de vol aux pilotes dès qu'ils apparaissent à l'ordinateur. On imprime une fiche de progression de vol qui fournit l'indicatif d'appel, le type d'appareil et son itinéraire. Je donne l'autorisation au pilote et je remets la fiche qui contient les informations de vol au contrôleur désigné. Brand partage ces informations avec 4 contrôleurs aériens. 2 contrôleurs au sol qui sont responsables des avions qui se déplacent entre les postes de stationnement et les pistes, et 2 contrôleurs d'aéroport qui sont responsables des décollages et des atterrissages. Ce soir-là, la contrôleuse d'aéroport Robin Washer surveille les 2 pistes nord de LAX, 24 gauche et 24 droite. Elle se sert des fiches de progression de vol pour suivre les départs et les arrivées. US Air 23 taxiing to position and hold runway 24 left. Position and hold, 24 left, US Air 23. Push 49740 Echo. 246, you still holding short of 47? 46, affirmative. All right, you're next. SkyWest 569, taxi up and hold short of runway 24 left. Roger, hold short. On 128.75. 2875, good night now. Le vol 1493 de US Air se trouve à 13 km de LAX. Les pilotes se préparent en vue de l'atterrissage. Speed brakes. Still working for a living. All right. Flaps are going 1. Flaps. Les pilotes communiquent avec la tour de contrôle de LAX pour les instructions d'atterrissage. US Air 1493, inside Roman. Wings 5006. Ground, tower. Robin Washer ne répond pas à leur message radio. Son attention est concentrée sur d'autres avions. SkyWest 569, taxiing to position, hold runway 24 left. Traffic will cross downfield. Okay, 24 left. Position and hold, SkyWest 569. Wings west 5006, tower. Nat 2166, connect approach 124.5. 30, green light to 10. Gear, flaps. Landing clearance remains. À 6 km de LAX, l'avion de US Air n'a toujours pas reçu l'autorisation d'atterrir. Sundance 518, taxi across runway 24 left. Contact ground .65 when you're off the runway. Good night. Le commandant Shaw contacte la tour pour une 2e fois. Il a besoin de l'autorisation de Robin Washer pour atterrir. US Air 1493 for the left side. 24 left. 246, heading 270, contact Los Angeles departure. Good night. Mais encore une fois, d'autres avions monopolisent son attention. Out of 1,000 feet. Le vol 1493 est à 1 minute de la piste. C'est ce que les pilotes appellent la courte finale. Si des priorités surviennent, il peut arriver que les pilotes obtiennent l'autorisation d'atterrir en courte finale seulement. Thank you, US Air 1493. You're cleared to land. 24 left. Cleared to land, 24 left, 1493. Okay, come on, take it, Nico. 9740, Echo. Looks real good. You're coming out of 500.
What the hell? Le vol 1493 de US Air a à peine touché le sol quand il s'écrase en flammes à l'aéroport international de Los Angeles. J'ai vu l'avion de US Air se poser et après avoir parcouru un tiers de la piste à la hauteur de la voie de circulation 45, l'appareil était ravagé par les flammes. Le superviseur s'est précipité sur le téléphone pour prévenir les secours d'urgence. À bord de l'appareil, les passagers sont terrorisés. J'avais l'impression que l'avion craquait de partout. Et je voyais une pluie d'étincelles par le hublot. Good God. Rosa Reynoso est une agente en civil au service de la police aéroportuaire. On se trouvait à 500 mètres de là, mon partenaire et moi, lorsqu'on a vu l'avion en feu. Alert 33, runway 24 out. Affirmative, alert 33. Les premières minutes ont été terrifiantes. C'était le chaos. Je me souviens m'être dit, mon Dieu, envoyez-nous de l'aide. Des pompiers, des policiers, n'importe qui, parce que c'est très grave. Dans la tour, on ne perd pas de temps à se demander ce qui a pu se passer. D'autres avions se préparent à atterrir et les contrôleurs doivent veiller à leur sécurité. Wings west 5212, wind 240 at 8, you are cleared to land. Runway 24 right. Use caution. We just had an aircraft go off the runway in flames. Une fumée toxique envahit la cabine du vol 1493. Des passagers se ruent vers une porte à l'arrière de l'avion. J'ai réussi à longer 7 ou 8 rangées vers l'arrière quand tout à coup, je me suis heurté à un tas de gens coincés dans l'allée. Ça n'avançait plus. Je me suis dit qu'il y avait certainement une ouverture à l'avant de l'avion pour que toute cette fumée se propage aussi rapidement dans la cabine. Je me suis dirigé tant bien que mal vers le poste de pilotage. Et j'ai vu les flammes des deux côtés de l'avion. C'est là que je me suis dit, « Seigneur David, tu ne sortiras jamais de cet avion. Tu es coincé ici. » Certains ont réussi à s'échapper et sont maintenant à l'extérieur. Rosa Reynoso est la première intervenante d'urgence à arriver sur les lieux. Le feu était très intense. C'était extrêmement chaud. Ça nous brûlait presque la peau. Elle n'a pas une minute à perdre pour aider les survivants à s'éloigner de l'appareil en flammes. Les passagers essayaient de fuir l'avion par les sorties de secours, mais les portes étaient en feu. Certaines personnes ont même sauté de l'avion à travers les flammes. Les renforts arrivent quelques minutes plus tard. Des gens étaient gravement brûlés, d'autres s'étaient écorchés ou coupés. Certains avaient une jambe cassée. C'était traumatisant. On ne pense plus qu'à agir en se disant qu'il faut tout faire pour essayer de sauver des vies. David Koch est toujours prisonnier de l'appareil. Tout à coup, j'ai vu un rayon de lumière. C'était un miracle. J'ai poussé de toutes mes forces et je me suis rendu compte que j'avais ouvert la porte de service office. Mais il n'est pas sain et sauf pour autant. Il ne parvient même pas à distinguer la terre ferme à travers les flammes et la fumée. Je me suis dit, tant pis, je saute. J'ai atterri sur le sol. Puis je me suis éloigné de l'avion à 4 pattes.
Je me sentais terriblement coupable. Pourquoi n'étais-je pas retourné dans la cabine pour dire aux autres de me suivre? Si j'avais fait demi-tour, j'aurais probablement perdu connaissance. Et je serais mort là, par terre. C'est ce qui m'a permis d'accepter le fait d'avoir fui sans prévenir les autres. Tandis que les recherches pour trouver des survivants se poursuivent, les pompiers font une découverte troublante. This is Rescue 1. We've got a propeller down here in the wreckage. La découverte d'une hélice a d'horribles implications. There's 2 planes down here. On a examiné les fiches de progression de vol des avions déjà décollés, de ceux en attente. On a appelé au contrôle des départs pour demander aux contrôleurs radar avec quels appareils ils avaient communiqué au cours des 5 ou 6 dernières minutes. What about SkyWest 5569? No, we haven't heard from them. SkyWest 569, taxiing to position hold, runway 24 left. Okay, 24 left, position and hold, SkyWest 569. Tous les appareils sont localisés, hormis le vol 5569 de SkyWest, un Fairchild Metroliner en partance pour Palmdale, en Californie. Le personnel d'urgence trouve les pièces du petit avion disséminées sur la piste 24 gauche. Il y avait 12 occupants à bord de l'appareil. Aucun n'a survécu. Ce qui reste de l'avion est coincé entre le vol 1493 de US Air et une bâtisse désaffectée en bordure de la piste. Je me suis tout de suite dit, mon Dieu, il y a des gens là-dessous et on ne s'en doutait même pas. Il y a davantage de victimes dans le plus gros avion. 20 personnes ont péri et 2 autres mourront des suites de leurs blessures. Le copilote Kelly a survécu, mais le commandant Shaw n'a pas eu la même chance. La catastrophe met LAX sur la sellette. America's runways, according to the nation's pilots, the most dangerous part of the flight. Au cours des mois et des années précédant la tragédie, le trafic toujours croissant posait un problème de sécurité à l'aéroport international de Los Angeles. The most close calls, Los Angeles International Airport. 33 near collisions over the last 4 years. That's 1 every month and a half. Cet accident confirme qu'il y a bel et bien un problème de sécurité. Le Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB, dépêche son équipe d'intervention rapide à LAX pour faire enquête. C'était une vision d'horreur. La partie avant de l'avion s'était empalée sur la bâtisse du côté du commandant. En examinant plus attentivement, on pouvait voir des pièces d'un autre appareil en dessous. Les enquêteurs constatent que les 2 avions sont entrés en collision à une intersection sur la piste 24 gauche. L'accident s'est produit parce que les 2 avions se sont retrouvés en même temps sur la piste. En fait, la piste n'était pas libre. Ça ne devrait jamais arriver quand une autorisation d'atterrir est accordée. Réduire le nombre de collisions sur les pistes est une priorité pour les enquêteurs du NTSB. Les incursions sur piste font partie du programme d'amélioration du Conseil national de la sécurité des transports depuis 1990. C'est une préoccupation majeure pour l'ensemble de l'industrie. On parle d'incursion sur piste quand on est en présence d'un objet non autorisé sur une piste destiné au décollage et aux atterrissages. Certaines des pires tragédies aériennes de l'histoire se sont produites sur les pistes. En mars 1977, sur l'île de Tenerife, 583 personnes ont péri quand 2 Boeing 747 sont entrés en collision sur la piste. En janvier 1990, un Beechcraft King Air 100 a été embouti par un Boeing 727 qui atterrissait à Atlanta.
Plus tard, cette année-là, à Détroit, un autre Boeing 727 a heurté de plein fouet un DC-9 transportant 44 passagers. Les incursions sur piste se produisent en raison de certaines défaillances dans le système actuel. Sur les lieux de l'accident, les enquêteurs du NTSB se hâtent de recueillir les preuves afin de dégager les débris de la piste le plus rapidement possible. Ce n'est qu'à ce moment-là que LAX pourra reprendre toutes ses opérations. L'enquête vise à identifier la cause de l'accident, bien sûr, mais on veut également comprendre pourquoi un si grand nombre de passagers ont péri, prisonniers de la carlingue en flammes. On ne savait pas vraiment ce qui s'était passé, mais on a appris qu'il y avait eu des altercations entre les passagers qui s'étaient bousculés pour atteindre la sortie. Pour ajouter à la confusion, l'une des portes de secours est à l'intérieur de l'avion, bloquant ainsi partiellement l'évacuation. Selon les consignes de sécurité, il faut pousser cette porte à l'extérieur, ce qui n'a pas été fait. La sortie de secours au-dessus de l'aile droite était donc partiellement obstruée par ce gros panneau d'accès. Le NTSB en arrive à la conclusion que le nombre réduit de sorties de secours a nui à l'évacuation et a coûté la vie à plusieurs passagers. Coincés à l'intérieur de la cabine envahie par la fumée toxique, ils ont perdu connaissance. Les enquêteurs se partagent la tâche. Certains procèdent à l'analyse des décombres, tandis que d'autres se concentrent sur le contrôle de la circulation aérienne. On se penche d'abord et avant tout sur les communications. Ensuite, on vérifie les procédures en vigueur et leur mise en application. Est-ce que les directives ont été rigoureusement suivies? Dans l'espoir d'en apprendre davantage, les enquêteurs saisissent les enregistrements des conversations entre les contrôleurs et les avions. Et ils se demandent quelles instructions ont reçues les pilotes peu avant la catastrophe. Ils veulent également connaître les derniers échanges des équipages au cours de ces secondes cruciales. Les pilotes ont-ils respecté les consignes? L'enregistreur de conversation dans le poste de pilotage devrait éclairer les enquêteurs à ce sujet. Mais Bob McIntosh reçoit de mauvaises nouvelles concernant le Metroliner de SkyWest. No voice recorder. Great. En examinant l'équipement électronique de bord du vol 569 de SkyWest, on a constaté qu'il n'y avait pas d'enregistreur de conversation. On était très déçus. Au moment de l'accident, les avions de transport régional n'étaient pas tenus d'avoir un enregistreur de conversation dans le poste de pilotage. Voilà qui signifie que les seules conversations du SkyWest dont disposent les enquêteurs sont ces communications avec la tour de contrôle. Le copilote et le pilote ont certainement échangé des commentaires en écoutant les instructions des contrôleurs aériens qui leur parvenaient dans le poste de pilotage. On était conscient d'avoir perdu des données précieuses. À l'aide des bandes sonores de la tour de contrôle et d'un seul enregistreur de conversation, les enquêteurs tenteront de savoir lequel des deux avions avait reçu l'autorisation d'utiliser la piste 24 gauche. La réponse dressera un constat alarmant sur la sécurité des passagers à LAX. L'enquête sur la collision meurtrière survenue sur une piste de LAX s'oriente sur les communications entre la contrôleuse Robin Washer et les deux avions accidentés. Les enquêteurs se concentrent d'abord sur le petit appareil. Quelques minutes avant l'accident, les pilotes du Metroliner attendaient l'autorisation de décoller. SkyWest 569, taxi into position and hold runway 24 left. Traffic will be crossing downfield. Les bandes audio nous servent à visualiser où se trouve l'avion sur la piste, exactement comme le ferait un contrôleur.
Les pilotes du Metroliner de SkyWest se sont alignés sur la piste et se sont arrêtés à l'intersection 45. Ils devaient attendre qu'un autre avion traverse la piste devant eux. Okay, 2-4 left, position and hold. SkyWest 569. Okay. Stop her right there. En écoutant les bandes audio de la tour de contrôle, les enquêteurs concluent que les pilotes du Metroliner ont respecté les consignes. All right, let's keep going. Ils écoutent maintenant les communications entre Robin Washer et les pilotes de US Air. US Air 1493 for the left side, 2-4 left. Thank you, US Air 1493. You're cleared to land 2-4 left. Le vol 1493 de US Air a reçu l'autorisation d'atterrir pendant que le vol 569 de SkyWest attendait sur la même piste. Cleared to land, 2-4 left. 1493. SkyWest 569, right at intersection 45. How long's it been there? 1 minute, 7 seconds. Les enregistrements de la tour de contrôle révèlent que Robin Washer a donné l'autorisation aux deux avions d'emprunter la piste 24 gauche au même moment. 2-4 left, contact ground, 0.65 when you are. What the hell? En écoutant les communications radio, on a essayé de se mettre à la place de la contrôleuse. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Qu'est-ce qu'elle a fait? Les enquêteurs veulent savoir ce que faisait Robin Washer au moment de l'accident. Ils s'intéressent aux autres vols qui se trouvaient sous sa responsabilité. Wings West 5006, taxi across runway 24 left. Ils apprennent que peu avant la collision, Robin Washer a commencé à perdre la trace de certains de ses vols. Is that for Philippine 102? No, sir, hold short. Wings West 5006, taxi across runway 24 left. Le vol 5006 de Wings West, qui se trouvait du côté nord de la piste 24 gauche, attendait pour traverser du côté sud. Wings West 5006, ground, tower. Mais quand elle lui a donné l'autorisation de traverser, l'équipage n'a pas répondu. Robin Washer a passé près d'une minute entière à tenter de rétablir le contact radio avec l'avion qui devait traverser la piste. Can I hear the rest of that exchange? Wings West 5006, on frequency again. Change radio, sorry about that. Ils l'ont prévenu qu'ils avaient changé de fréquence radio par inadvertance. 5006, you're back with me. Yeah, we didn't mean to switch radios. We're on now. Cet incident a déconcentré la contrôleuse. Okay, I thought I lost you. Sorry, we thought we lost you. We apologize. Not a problem. Mais les enquêteurs découvrent que cet avion n'était pas le seul à déconcentrer Robin Washer peu avant la catastrophe. Tower Wings West 5072 is ready for takeoff. Wings West 5072? Le vol 1493 de US Air est à moins d'une minute de toucher la piste quand Robin Washer reçoit le message radio d'un autre avion de Wings West, le vol 5072. On a bien senti qu'elle ne savait pas de quel avion il s'agissait quand le vol 5072 de Wings West lui a demandé l'autorisation de décoller. Wings West 5072, are you at 47 or full length? We're at full length. Okay, hold short. Roger, holding short. Les enquêteurs veulent entendre la version des faits de la contrôleuse. I couldn't find the flight progress strip. Ils se demandent pourquoi elle n'a pas reconnu cet avion qui était pourtant sous sa responsabilité. I couldn't find the strip, so I asked my supervisor to help me. Francina?
I need a strip for Wings West 5072. Elle explique que pendant que les pilotes du Metroliner attendaient sur la piste, elle cherchait la fiche de progression de vol d'un autre avion. Avant qu'elle puisse reprendre ses esprits, le vol 1493 de US Air a embouti l'arrière du Metroliner. What the hell? Les enquêteurs du NTSB savent maintenant qu'une erreur humaine a joué un rôle majeur dans la terrible collision de LAX. Étrangement, quand elle a autorisé l'atterrissage du vol de US Air, Robin Washer a tout simplement oublié la présence du Metroliner en attente sur la piste. C'est le cauchemar de tout contrôleur aérien. On est formé tout au long de notre carrière pour éviter que ça arrive. Et quand ça se produit, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on ressent. Mais c'est le genre de choses, le genre de situation qui peut arriver à n'importe qui. L'erreur est humaine. Après l'accident, Robin Washer a démissionné de son poste à LAX et n'a plus jamais exercé le métier de contrôleuse aérienne. Mais les enquêteurs vont bientôt découvrir que cette erreur humaine n'est pas la seule responsable de la tragédie. Même si les enquêteurs ont conclu que l'erreur d'une contrôleuse aérienne avait causé la collision fatale de LAX, ils ont encore du pain sur la planche. Quand on mène une enquête, il est facile de faire porter le blâme à une seule personne. Mais le plus important, c'est de se demander ce qui est arrivé et ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise. Les réponses à ces questions commencent à surgir quand le NTSB s'intéresse de plus près à la routine de la tour de contrôle durant les semaines précédant l'accident. C'est le genre de problème qu'on ignore et qui nous explose à la figure. Ils apprennent qu'une autre catastrophe a été évitée de justesse 7 mois avant la collision fatale. Un DC-10 qui atterrissait a bien failli heurter un Airbus qui attendait l'autorisation de décoller sur la piste. L'aéroport de Los Angeles avait la réputation d'être le plus dangereux au pays en matière d'incursion sur piste. Il était grand temps que ça change. Les contrôleurs de LAX présentent des documents qui prouvent qu'immédiatement après la catastrophe évitée, ils ont prévenu les dirigeants du manque de personnel dans la tour. Ils ont également expliqué que les zones à proximité des pistes du côté nord étaient invisibles pour les contrôleurs en raison de la présence d'un lampadaire. La contrôleuse aérienne avait une vision obstruée de la piste. Le lampadaire qui servait à éclairer l'aire de trafic de l'aéroport projetait une lumière éblouissante. Robin Washer n'a peut-être pas vu le Metroliner de SkyWest qui attendait sur la piste. Les enquêteurs s'intéressent aux autres outils qui lui auraient permis de détecter l'avion. Le radar de surface est généralement utile lorsque la visibilité est réduite. C'est un outil qui permet au contrôleur de confirmer visuellement sur un indicateur panoramique si un avion se trouve bel et bien à l'endroit annoncé. Le radar au sol recense tous les avions et véhicules de piste qui se déplacent sur l'aire de trafic. Mais le soir de l'accident, ce dispositif était défectueux. You're holding short, is that correct, sir? Yes, ma'am, we're holding short. Il fonctionnait de façon intermittente. C'était un vrai casse-tête pour les responsables. Le système n'était pas fiable. On a porté plainte pour que des correctifs soient apportés et que le dispositif soit perfectionné le plus rapidement possible. Les enquêteurs apprennent que seulement 4 jours avant l'accident, les dirigeants de LAX ont demandé à l'autorité fédérale responsable de l'aviation civile, la FAA, d'accorder la priorité au dossier du radar au sol.
On a découvert que l'aéroport de Los Angeles devait recevoir un nouveau système en 1988. Mais l'échéance n'avait pas été respectée. Et de plus, ils ne connaissaient toujours pas la date de livraison du système de radar. Avec un radar au sol hors service et une vision de la piste réduite par une lumière éblouissante, Robin Washer avait bien peu de chances de déceler son erreur à temps. Les enquêteurs s'intéressent maintenant au poste de pilotage du vol de US Air et se demandent pourquoi les pilotes n'ont pas vu le Metroliner sur la piste et n'ont pas interrompu leur atterrissage. Tous les pilotes sont d'accord pour dire que c'est notre travail d'examiner attentivement la piste pour vérifier qu'elle est bel et bien dégagée avant d'atterrir. Comme tous les avions, le Metroliner est muni de lumière pour être visible dans l'obscurité. Il a des feux à éclat à l'extrémité des ailes et sur la queue, des feux de position sur les ailes et un feu anti-collision au sommet du plan fixe vertical. L'éclairage du SkyWest nous préoccupait. En vérifiant dans le manuel d'exploitation, on a appris que la procédure de cette compagnie consistait à allumer les feux à éclat seulement après avoir obtenu l'autorisation de décoller. So no other lights were required? Okay, thank you. Le Metroliner n'était pas encore autorisé à décoller. Les seules lumières qui étaient allumées pendant son attente étaient les feux de position sur les ailes et la queue et le feu anti-collision sur la queue. Les enquêteurs du NTSB montent à bord d'un hélicoptère pour tenter de reconstituer la procédure d'approche sur la piste 24 des pilotes de US Air. On a reproduit leur approche finale pour vérifier ce qu'on soupçonnait déjà, c'est-à-dire que le Metroliner n'était pas visible. Il place un Metroliner sur la piste à l'endroit précis de la collision. Effectivement, on ne voyait pas l'avion stationné aux intersections 45 et 47. On ne pouvait pas le voir. Looks real good. L'enquête conclut que les lumières du Metroliner se confondaient avec les feux de piste étant de la même couleur et de la même intensité. L'avion était tout simplement invisible pour les pilotes du vol 1493 de US Air. You're coming out of 500. Le feu anti-collision passait inaperçu au milieu de cette profusion de lumière. Dans le rapport déposé par le Conseil national de la sécurité des transports, on conclut que l'erreur de la contrôleuse est une cause de la collision sur la piste. Notre travail consiste à découvrir pour quelles raisons un accident s'est produit. On peut appeler ça les causes ou les facteurs contributifs, mais on considère qu'on a fait notre boulot quand on a réussi à prévenir un éventuel accident. Mais prévenir les accidents sur les pistes de LAX s'avère beaucoup plus difficile que ne l'auraient cru les enquêteurs. La collision entre le vol 1493 de US Air et le Metroliner de SkyWest inquiète la population. La catastrophe semble prouver que les contrôleurs n'arrivent pas à gérer de façon sécuritaire le trafic en constante augmentation à l'aéroport international de Los Angeles. L'enquête du NTSB conclut que l'une des causes de l'accident est la confusion de la contrôleuse Robin Washer quant à la position des avions sous sa responsabilité ce soir-là. Mais le rapport dénonce également la déficience du système de contrôle aérien de LAX. Au cours des mois et des années qui ont suivi la tragédie, des améliorations ont été apportées aux installations de contrôle aérien pour renforcer la sécurité de l'aéroport. Le radar au sol défectueux a enfin été remplacé par un modèle plus récent.
Aujourd'hui, la tour de contrôle de Los Angeles dispose du système le plus moderne qui soit. Chaque arrivée et chaque départ ont un indicatif d'appel associé à un modèle d'avion. À tout moment, la position de chacun des avions est connue. De nouveaux règlements encadrent la façon dont les fiches de progression de vol sont manipulées dans la tour de contrôle. Les contrôleurs au sol vérifient désormais les fiches avant qu'elles se rendent aux contrôleurs aériens responsables du vol. Ces paires d'yeux supplémentaires allègent la charge de travail du contrôleur d'aéroport. 5 ans après l'accident, une nouvelle tour de contrôle est construite à LAX. Elle a 16 étages de plus que l'ancienne et elle est 3 fois plus large, offrant ainsi aux contrôleurs un horizon clair et dégagé. De nouveaux règlements concernant l'éclairage des avions sont également imposés. Désormais, les pilotes ont l'obligation d'allumer tout leur feu avant de se déplacer sur une piste. Mais malgré ces améliorations, le nombre d'incursions sur piste ne cesse d'augmenter à LAX. Pendant les années 90 et même 2000, LAX figurait certainement parmi les pires aéroports quant au nombre d'incursions sur piste. Les incidents étaient monnaie courante. Encore 10 ans après la collision fatale, les graves incursions sur piste étaient plus fréquentes à LAX que dans n'importe quel autre aéroport des États-Unis. Leur nombre d'incursions sur piste atteignait les 2 chiffres presque chaque année. Et là-dessus, il y avait toujours des incidents graves. En 2007, on y a recensé 21 incursions sur piste. Dans l'espoir de régler le problème une fois pour toutes, l'autorité fédérale responsable de l'aviation civile a commencé à travailler sur un nouveau système de feux de piste pour garder les avions à l'écart les uns des autres. Le système de témoins lumineux des feux de piste est composé d'une série de feux qu'on installe sur les voies de circulation. On l'installe également sur la piste elle-même. Ce système entièrement automatique est formé d'une série de feux rouges fixés sur les pistes et les voies de circulation. Ils préviennent les pilotes de la présence de circulation incompatible. Si les témoins lumineux s'illuminent en rouge, les pilotes ou les conducteurs de n'importe quel véhicule savent qu'il est dangereux de traverser ou d'emprunter cette piste. Ils s'illuminent quand un avion atterrit ou décolle, ou s'il y a un quelconque trafic sur la piste. Le système de témoins lumineux des feux de piste est l'un des systèmes les plus efficaces dont nous disposons pour prévenir les incursions sur piste. Cette technologie a été implantée à l'aéroport international de Los Angeles en avril 2009. Des prototypes du système sont également en place à Dallas-Fort Worth et à San Diego. D'ici 2011, des dizaines d'aéroports à travers les États-Unis pourront compter sur le système de témoins lumineux des feux de piste. L'équipement de la tour de contrôle de Los Angeles est beaucoup plus sécuritaire aujourd'hui qu'il ne l'était en 1991. Il a été perfectionné, il est beaucoup plus fiable et les contrôleurs ont les outils nécessaires pour s'assurer que les pistes sont dégagées et que les avions peuvent se déplacer en toute sécurité. Même si les innovations technologiques ne peuvent jamais garantir une sécurité à toute épreuve, ces améliorations ont permis de rétablir la confiance des voyageurs envers LAX, même parmi ceux qui ont survécu à la tragédie du vol 1493. J'ai passé quelques jours aux soins intensifs et une fois sorti de l'hôpital, j'ai fait des cauchemars pendant un bon moment. Mais tout va bien maintenant. Mes craintes ont complètement disparu. Je n'hésite jamais à prendre l'avion. Je fais entièrement confiance au système aérien.